Oui, désolé, nous avons été interrompus hier soir parce que il y a toujours des choses non prévues et des urgences dans une municipalité, surtout sans grande administration, donc ça retombe en grande partie sur les élus. Donc, je reprends le fil de mon propos. 13 mai 1958, suite à ce drame qui est l'exécution de soldats prisonniers du FLN sur le territoire tunisien, d'ailleurs, l'exécution de 3 soldats. À Alger, c'est l'émeute. C'est l'émeute lors de la journée pour leur rendre hommage, dans le contexte que je rappelais rapidement de crise ministérielle, puisqu'après la démission de Félix Gaillard, ni Georges Bidault, ni René Pleven n'ont pu se mettre d'accord. Et quelles que soient les divisions, essentiellement en 2 groupes qui tentent de récupérer la mise à Alger, le groupe d'un côté des étudiants autour de Pierre Lagaillarde, de l'autre côté les milieux plus influencés par le général de Gaulle, dont certains des amis ont, je vous l'ai exposé, soigneusement dit depuis le mois de novembre 57 le grand intérêt qu'il avait pour l'Algérie et son intérêt pour garder l'Algérie française, par l'intermédiaire d'Olivier Guichard, de Jacques Chaban-Delmas, de Michel Debré, pour l'essentiel. Dans ce climat-là, les manifestations du 13 mai tournent non pas seulement à l'émeute, mais au coup d'État. Les forces de l'ordre, les CRS d'abord, sont dépassées, puis les manifestants attaquent le gouvernorat général, le siège du ministre résident, l'ancien gouvernorat général, et là, à ce moment-là, les forces militaires qui défendent, qui sont d'ailleurs des forces militaires qui assurent en général la circulation, ces forces militaires qui défendent le gouvernorat général refusent de tirer sur leurs amis, et sur les manifestants. Et donc, l'état-major de l'armée, pour canaliser la foule en partie, et parce que c'était quand même très sérieusement planifié par des contacts étroits, l'état-major de l'armée crée un comité de salut public qui composait des principaux généraux, notamment le général Salan, puis le Massu, enfin bon. Ce comité de salut public va prendre le pouvoir. C'est donc à Alger même un putsch militaire qui conteste l'autorité de la République. Alors, dans un premier temps, cela entraîne en métropole une réaction de salut public également. C'est-à-dire que, alors on avait été infoutu de trouver un successeur à Félix Gaillard, là, le gouvernement est formé, un gouvernement de concentration républicaine, associant les principales forces politiques du pays, sauf les gaullistes évidemment, et sauf les communistes. Les socialistes qui avaient quitté le gouvernement en 1957 lors du renversement du gouvernement Guy Mollet, les socialistes reviennent au gouvernement. Il faut sauver la République. C'est le vieux principe, le vieux précepte de la sauvegarde du régime républicain qui est mis en avant. Et donc, apparemment, la 4e République a tenu bon en faisant en sorte que le putsch ne soit que circonscrit à Alger.
Mais très vite, on va s'apercevoir que ça ne suffit pas et que la crise va s'étendre à la métropole. Il convient d'analyser avec un petit peu de précision le déroulement de ce mois de mai 1958, enfin de ces 15 derniers jours de 1958 en métropole. Donc, Pierre Fimelin forme un gouvernement. Il a dit publiquement qu'il était partisan de négociations avec le FLN par rapport à l'impasse que je dénonçais précédemment. Et donc, il est honni, a priori, avant même qu'il ait fait quoi que ce soit, par les Français d'Algérie, surtout dans l'état d'émeute insurrectionnelle, débouchant sur la prise du pouvoir par l'armée en Algérie. Mais en métropole, il a un large appui. Et donc, la question qui se pose est de comprendre comment finalement ce qui se passe à Alger va emporter la 4e République. Force est de constater que le choc psychologique en France est énorme et que progressivement quelque chose d'insidieux va se répandre, comme ça avait été d'ailleurs le cas en juin-juillet 40 avec les pleins pouvoirs à Pétain. La peur. La 4e République va tout simplement mourir de peur. Et c'est pas un jeu de mots. C'est réellement la réalité. La 4e République va mourir de peur en ne prenant pas les moyens qui lui auraient permis d'assurer la défense des institutions démocratiques. De sorte qu'au terme du processus, pour éviter un soi-disant gouvernement des colonels, l'armée française, donc, qui prendrait un coup d'État en France à l'image de ce qu'elle a fait en Algérie, qui prendrait le pouvoir. Donc pour éviter ce gouvernement des colonels, la 4e République va préférer abdiquer de son autorité dans les bras d'un vieux général, le général de Gaulle. Et en français, ça s'appelle un putsch. Alors quelles sont les étapes de ce processus ? La première étape, c'est que d'abord, des membres du gouvernement de Pierre Fimelin vont volens-nolens, et tout le débat est de savoir si c'est à l'insu de leur plein gré, ce que je ne pense pas, et je vais essayer de vous dire pourquoi, faire la courte échelle au général de Gaulle. Le principal d'entre eux, c'est le secrétaire général du Parti socialiste. Il théorisera, il justifiera en tout cas après coup son attitude par une formule choc dont il a le secret: on ne fait pas de guerre d'Espagne sans armée républicaine. Soit. Moi, ce que j'ai observé, ce que j'ai analysé, c'est que dès le 16 mai ou le 17 mai, De Gaulle va être mis en avant par Guy Mollet. En effet, quand un ministre de la République, surtout dans des circonstances où le gouvernement est censé faire face à un putsch en Algérie, quand un ministre de la République pose publiquement des questions politiques à un interlocuteur pour qu'il garantisse les libertés fondamentales, pour faire en sorte que s'il est garanti, il puisse apparaître comme un acteur plausible de la crise, ça s'appelle mettre le pied à l'étrier. C'est Guy Mollet qui remet le général de Gaulle, qui n'est pas un petit saint et qui a soigneusement préparé le terrain comme je vous l'ai montré. C'est Guy Mollet qui remet le général de Gaulle au pouvoir. C'est Guy Mollet qui, lui, en tout cas, lui donne l'occasion
en posant des questions très très simples. Est-ce que vous garantissez l'existence du Parti communiste? Est-ce que vous n'allez pas vous garantissez le fonctionnement démocratique et que vous accepteriez le jeu des institutions de la quatrième République? Enfin voilà, bon, plus quelques questions discrètes, paraît-il. Il paraît qu'il y en a sur la franc-maçonnerie. Mais bon, ce moment-là est la première erreur capitale. Parce que le général de Gaulle a beau jeu de répondre, c'est sa fameuse conférence, est-ce que vous pensez qu'à mon âge, je vais commencer une carrière de dictateur? Vous trouverez les vidéos partout, sur le site de l'INA notamment. Et donc le général de Gaulle, il est quand même mis en avant par Guy Mollet. Seconde étape, je vais très vite parce que les faits sont connus. Les parachutistes s'emparent de la Corse. Avec l'aide de Pascal Arrigui, avec l'aide d'un membre de la famille du général de Gaulle d'ailleurs, je vous ai mis des diapos sur la Corse, ça a un effet terrible. C'est dévastateur pour les institutions républicaines en métropole, parce que ça montre que ce qui s'est passé à Alger, hier Alger, aujourd'hui la Corse, demain Paris. Et c'est comme quand on joue aux échecs, si vous voulez, la menace est souvent beaucoup plus forte que l'exécution. L'armée fait la preuve qu'elle peut étendre la stratégie du putsch à un territoire, un département français, la Corse en l'occurrence, et donc par là même administre la preuve qu'elle peut aussi l'étendre ailleurs qu'en Corse et qu'en Algérie, donc en métropole. Et là, j'ai recueilli beaucoup de témoignages, notamment sur la panique qui s'empare des parlementaires. Après le débarquement des parachutistes en Corse, enfin le parachutage des parachutistes en Corse, c'est la panique en métropole. Le coup d'État devient relativement plausible. Et donc on passe à la troisième phase, où là, très clairement, une ligne de partage se fait entre ceux qui sont prêts à se jeter dans les bras du général de Gaulle pour éviter cette hypothèse, et ceux qui veulent défendre la République. À gauche, c'est la ligne de partage entre communistes, François Mitterrand, Pierre Mendès France d'un côté, une partie du Parti socialiste qui fera scission et qui fondera le Parti socialiste autonome, puis le PS, qui deviendra le PSU un petit peu plus tard, et de l'autre côté, les vieux socialistes comme Guy Mollet, mus par leur sentiment de défense de la République, de combat républicain. Et donc, troisième étape, ce sont ces hommes, et notamment Guy Mollet, qui vont chercher le général de Gaulle. Alors, comment ça se passe? Ça se passe que traditionnellement, sous la 4e République, donc ça c'est à partir du 25 mai, dans la panique qui suit les événements de Corse, dans la tradition républicaine, le président de la République désignait un président du Conseil, pressenté comme on dit, lequel se présentait devant l'Assemblée et expliquait ce qu'il allait faire. Et en fonction de ça, il avait un vote de confiance. Donc, ce qu'il y a de frappant dans le cas de Gaulle, à partir du 26 mai 1958, c'est que De Gaulle ne vient pas à l'Assemblée. Ce sont les principaux leaders des formations politiques républicaines, entre guillemets, qui vont le rencontrer dans sa résidence de Colombey-les-Deux-Églises. Beaucoup de personnes vont faire, comme on dit, le voyage de Colombey. Mais, voyez-vous, je ne peux vous donner des détails que sur le voyage que fait Guy Mollet avec le leader, le président du groupe parlementaire socialiste, Maurice Dexon,
Et les témoignages que j'ai retrouvés sont quand même hallucinants. Ils sont accueillis sur le perron de la résidence du général de Gaulle, la résidence de la Boisserie à Colombey-les-Deux-Églises, par un de Gaulle-Gogner qui les accueille. Ils viennent en fait lui expliquer sur quelle base le Parti socialiste, en tout cas la fraction parlementaire du Parti socialiste, serait prêt à, à le soutenir. Ils sont accueillis par un de Gaulle-Gogner qui a eu cette formule, comme il y en avait le secret. Que puis-je pour vous, messieurs? Bon, ils se foutent de leur gueule, quoi. Ils se foutent ouvertement de leur gueule. Et la discussion, bon, j'ai revu les notes de Maurice Dexon en détail. Mais bon, les notes de Maurice Dexon sont tout à fait frappantes. Voilà. La seule concession que De Gaulle fait, c'est qu'il se présentera le 1er juin devant l'Assemblée pour être investi. Mais sur le reste, aucune concession. Et notamment pas sur le plan institutionnel, qui est que le général de Gaulle veut changer les institutions. Alors, cette capitulation sans condition des autorités républicaines, à travers l'exemple de Guy Mollet, j'aurais pu en prendre d'autres, illustre quand même très clairement la nature profonde de ce qui s'est passé en 1958. Le régime était discrédité, il n'a pas su susciter une réaction républicaine pour assurer sa défense, de sorte qu'il a fallu, dans des schémas préétablis, agiter la menace d'un gouvernement des colonels pour qu'un vieux général revienne au pouvoir. Alors chacun est libre d'interpréter les choses comme il entend, mais me présenter cela comme l'idéal type d'un processus démocratique, excusez-moi, je vous le dis droit dans les yeux, c'est pas ma conception de la démocratie politique. C'est comme la vieille pub pour le Canada Dry, ça ressemble à l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Ben là, ça ressemble à un coup d'État, ça a le goût d'un coup d'État, c'est un coup d'État. D'autant que le général de Gaulle va profiter de son retour au pouvoir, puisqu'il est investi très largement le 1er juin 1958 comme président du Conseil de la 4e République. Je vous invite à lire son intervention devant l'Assemblée, vous la trouverez partout. Mais bon, le général de Gaulle, il est investi sur une mission simple, garder l'Algérie française. Beaucoup de gens pensent d'ailleurs que face à cette mission périlleuse et quasi impossible à réaliser, De Gaulle est un homme seul, qui va constituer, en d'autres termes, une sorte de parenthèse historique, le temps nécessaire de sortir la France de ce merdier algérien, sur la base d'ailleurs au départ Algérie française. Je sais ce qui s'est passé ici, je vous ai compris. Hein, c'est bien comme ça qu'il parle, le général de Gaulle. Et donc, le général de Gaulle va apparaître aux yeux de beaucoup comme un homme isolé, dont l'aura va permettre peut-être de sortir de cette crise, mais une fois que cette crise sera finie, ben, comme en 1946, basta. L'homme nécessaire le temps d'une parenthèse. Et c'est pour ça peut-être aussi que certaines forces républicaines vont accepter que à ce discours sur l'Algérie, à cette mission sur l'Algérie, s'adjoigne une réforme des institutions, mais qui est une réforme très modérée, qui vise finalement, en 1958, et nous l'analyserons la prochaine fois, parce que là, je suis désolé, j'ai une réunion dans quelques minutes, qui vise simplement à établir un régime parlementaire rationalisé. Contrairement aux idées reçues, la Ve République, institutionnellement, ne naît pas en 1958 à proprement parler. La réforme qui va la poser dans l'histoire, c'est la réforme de 1962.
l'élection présidentielle du président de la République au suffrage universel. Et donc, j'essaierai la prochaine fois de vous montrer en quoi et comment ces institutions ont été élaborées et pourquoi, en 1958, De Gaulle n'a pas établi ce qui lui tenait le plus à cœur. Un dernier mot, enfin, vous me trouverez peut-être sévère en disant que pour éviter un gouvernement des colonels, on a été allé chercher un vieux général. Je voudrais ajouter un point très important. Les colonels, ça n'existe pas. C'est un fantasme, c'est un alibi moral pour justifier sa capitulation qui consiste à pousser le général de Gaulle aux portes du pouvoir. L'armée française est une armée républicaine dans l'ensemble. Les appelés sont des gens qui incarnent cette forme de société française. On en aura la preuve par l'absurde un petit peu plus tard, lors du putsch des généraux, en 1961. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, mais cette chronologie fondée sur la diffusion d'une peur panique en 3 phases, on se défend, mais on met De Gaulle comme un interlocuteur représentatif, et cette représentativité de Gaulle, plus le débarquement des parachutistes en Corse, fait qu'il n'y a pas d'autre choix que de mettre De Gaulle au pouvoir. Le temps, évidemment, le temps de régler cette crise. Tout cela confère une forme d'habillage légal et dans le cadre des institutions républicaines, alors que cela s'appelle en français un coup d'État. Bonne journée.